Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct de l'UFA, je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz. Et avec nous, on a encore un OG de la communauté qui vient de loin. De très loin. Frionel. Tu viens géographiquement de loin, tu viens culturellement, historiquement dans la FFGC de loin parce que tu étais là depuis le début, depuis le 1. Ouais, on peut dire ça. Voilà. Quand tu arrives déjà, un truc que j'aimerais avoir à chaud, quand tu arrives à l'UFA comme ça, et tu te rappelles tes débuts, ça fait quelque chose. Hein. Bah, en fait, j'entends beaucoup de gens être impressionnés par la qualité de l'événement en termes de production, d'organisation et de standing. Mais en vérité, moi, comme tu as dit, j'étais là au Day One et j'ai vu en fait l'évolution. Et si tu veux, je voyais qu'on arriverait à ça. Ouais. C'est limite ce à quoi se prédestinait en fait la FGC française en termes de standing, en termes d'organisation. On devait arriver à ça. Ça a pris le temps qu'il fallait. Il y a eu un petit coup de ralentissement, on va dire sanitaire. Ouais. Mais finalement, voilà, moi je suis très très content de voir ça parce que c'est ce que la commu mérite. C'est le standing et le niveau auquel peuvent prétendre les orgas français. Et j'en parlais justement avec le staff de l'UEFA. Moi j'ai fait pas mal de tournois internationaux. Je reviens de l'Evo, le tout dernier Evo aux États-Unis et je pense qu'aujourd'hui la France a largement de quoi tenir pour faire un Evo et même beaucoup mieux. Waouh. Clairement. Et là tu as quand même un sentiment de fierté de dire on a lancé les choses, il y a une relève qui est venue s'insérer, qui a pris le bâton et qui avance très très bien. C'est-à-dire qu'ils vont quand même dans la continuité de ce que tu avais vu et c'est quand même plaisant. Clairement. De toute façon, c'est même pas de la fierté en fait. C'est que, en fait, moi je considère la communauté comme une famille et donc voilà, on s'est vu grandir. Certains ont survécu, certains nous ont quittés, mais ont beaucoup contribué. Donc, grosse pensée à eux, à tous les anciens qui étaient là et qui ont posé les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a qui sont toujours là, qui contribuent toujours. Et oui, ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Mais de toute façon, comme je disais, j'ai jamais eu de doute. C'est-à-dire que, ayant beaucoup voyagé, ayant vu un petit peu ce qui s'est passé, je savais qu'en France en particulier, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs et aujourd'hui on le voit. Hein. J'ai suivi, je ne suis pas très proche de la scène Smash, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait au cirque, le tournoi invitationnel au cirque, etc. Enfin voilà, et les gens ils sont là, ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Ben non les gars, c'est juste qu'il fallait juste ouvrir les yeux, c'était là. C'était là le niveau, le potentiel français. Le niveau français. Et donc revenons quand même au 1, au moment où ce n'était pas aussi beau. Tout part d'où? Explique-nous un peu, faisons la rétrospective. Alors, je vais remettre à César ce qu'il y a à César. Moi, je pense que rien de tout ça n'aurait démarré en tout cas sans un certain Guillaume d'Horizon, SNK, qui, en fait, de par passion du jeu, passion du Japon, passion de la compétition, de jeux de combat. En fait, dès le départ, a commencé à organiser des choses, je pense, avec le BDE de son école. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est ce que c'était à l'époque. Et puis finalement, voilà, il a constitué une association qui s'appelait Console Tourney Professional League, la CTPL, dont d'ailleurs j'ai été président pendant quelques années. Ah oui, ça a commencé vite et tout. Donc ça a commencé vraiment par là. Il y a eu pas mal d'associations qui se sont faites aux quatre coins de la France. Excuse-moi de te couper, mais à ce moment-là, quand tu es président, l'expérience, tu l'as d'où? Comment ça se passe pour toi? On a sauté une étape. En fait, ce qui s'est passé, c'est que SNK, donc, qui était président de CTPL, voulait passer à autre chose. Et donc, on a constitué 2 bureaux et il y a eu des élections. Donc, on a fait des programmes. On a eu chacun des bureaux. On a organisé un événement type. Et la communauté, en fait, on se regroupait sur un forum de la CTPL à l'époque, devait voter. Alors moi, j'avais axé ma stratégie sur un truc, c'est que comme il y avait plusieurs petites assos aux 4 coins de la France, je pense notamment à la NTC à Nancy, il y avait ce qui est devenu aujourd'hui 3-Hit Combo, qui était la CTPL Ouest à l'époque, il y avait la SWGA dans le sud, etc. Et en fait, l'idée, c'était justement, moi le projet que j'avais, c'était plus, parce que c'est très parisien, on avait comme idée de fédérer en fait tout le monde autour d'une big asso française avec des antennes. Donc on pourrait organiser des événements, un système de ligue régionale où les points se cumuleraient, etc. Vraiment un projet. T'es avant-gardiste. Je te dis ça, c'est 2004.
avant-gardiste. 2003-2004. Et je pense que ça a fait la différence au moment des votes. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés. On a organisé quelques trucs, mais finalement, j'étais mieux à jouer qu'à organiser des choses au final. Donc voilà, c'était pas forcément une expérience qui a été très positive sur la fin. On a fait de belles choses. Mais voilà, après de toute façon, Guillaume n'était pas très loin, puisque derrière, il a lancé la FFGC, la Fédération Française de Jeux de Combat, FFJC je veux dire, la Fédération Française de Jeux de Combat, où il a finalement décidé de reprendre l'organisation. Donc voilà, ce qui était marrant, en plus avec le bureau qui était contre nous au moment des élections. Les autres en mode allez, ils ont échoué, vous allez réussir. Donc c'était assez sympa. Donc voilà, si tu veux, l'origine c'est ça. Après, il faut savoir que il y a toujours eu un système de communauté par jeu, c'est pas nouveau aujourd'hui aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les communautés ont commencé à s'organiser entre elles. Ça aussi, ça a été un truc qu'on a fait. C'est que il y avait la communauté Soul Calibur qui était très forte, la communauté Guilty aussi qui était assez développée, la communauté Street, la communauté KOF, et toutes ces communautés en fait ont commencé à cohabiter. D'ailleurs, un des trucs qu'on avait fait avec la CTPL encore, c'est que j'avais cherché les community heads de chacune des communautés qui avaient une place dans le bureau en fait. Donc toutes les décisions se prenaient donc pas uniquement, c'est pas juste les joueurs de Soul Calibur ils décident et hop. Il y avait un gars de Street, il y avait un gars Soul, il y avait un gars de Tekken. C'était pertinent du coup. Quoique Tekken sont toujours restés une communauté à part. Ils n'ont pas fait partie de ce truc. Il y avait une communauté qui s'appelait sur un forum qui s'appelait Calbut à l'époque, qui est devenu Tekken France. Non, arrête. Ouais, Calbut. Tu peux demander aux gars, j'invente rien. Et la communauté Tekken s'est toujours organisée de son côté. Et ils étaient à part. Et ça c'est, franchement, je pense à partir de Tekken 5, puis Tekken 5 DR, où ça a commencé à se rapprocher. Et on a commencé à avoir des événements communs. Mais sinon, eux, ils étaient toujours organisés tout seuls de leur côté. Donc voilà. Donc je disais voilà. Donc après, les communautés ont commencé à s'organiser entre elles. Et du coup, quand il y avait un event, il y avait un espace pour KOF, un espace pour Guilty, un espace pour machin. Ça vient de là. Ça a commencé à fonctionner comme ça. C'est parce que c'est une particularité de la FGC, quoi. Au final. Ouais, exactement. Et tu parlais aussi du côté fédération. Ça, c'était à l'époque. Est-ce que c'était bien accepté par les associations? Parce que c'est un sujet qui revient. On ne sait pas comment ça peut se faire au final. Alors, c'est un sujet que je maîtrise. Parce qu'actuellement, moi, je suis directeur technique de la fédération marocaine, la fédération royale marocaine de jeux électroniques. Je pourrais en parler plus en détail, mais à l'époque, c'était pas vraiment une fédération, c'était une association qui s'appelait fédération. Il n'y avait pas de fédération e-sport en France, il n'y en a toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Il y a France e-sport qui est une association, il n'y avait pas de fédération. Donc à l'époque, la FFJC voulait fédérer avec des règles, etc., propres à elle. Tout le monde n'a pas forcément suivi à l'époque. Donc il y a eu quelques scissions, etc., mais au final, on a réussi à s'y retrouver. En fait, faut dire aussi qu'il y a eu. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un major. Tout le monde parle major. À l'époque, on parlait pas de major. À l'époque, il y avait Cannes et il y a eu le Stunfest. Ce sont les deux gros events. Après, il y avait des choses dans des conventions, généralement des conventions de Japanim. On parle par exemple d'Animest, beaucoup à NTSC. Qui a lieu la semaine prochaine. La semaine prochaine. Premier tournoi KOF que j'ai fait de ma vie. Et d'ailleurs, première victoire à KOF, c'était Animest 2003 à Nancy. Voilà, anecdote. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc on parlait des majors, et en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment des événements comme Cannes, qui s'est appelé la World Game Cup. Oui, d'ailleurs, autoproclamé. La IVGC, enfin bref, à chaque fois il y a eu beaucoup de noms différents et d'associations différentes. Nous aussi on a eu le droit à notre année. C'était en fait ces événements-là qui permettaient d'avoir tout le monde autour de la même scène. Et après le Stunfest a commencé à se développer aussi, avec lui aussi il accueille plusieurs communautés, et c'est ces espèces de majors avant l'heure, mais qui ont vraiment établi un point de contact intercommunauté. Et on a commencé à voir les joueurs qui faisaient plusieurs tournois. Par exemple, moi, j'étais le cauchemar des organisateurs parce que j'étais inscrit à 5-6 tournois. Et donc, il fallait me chercher. Et là, on ne peut pas me disqualifier parce que j'étais en train de jouer dans un autre... Et c'est ce genre d'événements en fait, qui ont démocratisé ça. Donc, on a commencé à être sur des communautés croisées avec des joueurs qui jouent à plusieurs jeux. Et voilà, c'est pour ça qu'on a eu des grands champions. Kayane qui jouait à Street Fighter et à Soul Calibur, etc. Enfin, voilà, donc il y a eu vraiment
ce croisement-là sur ce type d'événement. Et bon, on va peut-être fast forward tout de suite juste pour répondre à cette question. On va revenir à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Tu as dit que tu avais la Fédération royale de jeux vidéo au Maroc, c'est bien ça? Ouais. Et ça veut dire que tu es venu et tu as consolidé quand même des associations qui étaient existantes. Alors, tu les as créées. je vais donner un secret de Polichinelle. En réalité, non. En réalité, il y avait un projet de fédération. Parce D'accord. que pour des histoires d'éligibilité sur certains jeux e-sport, je pense notamment à FIFA, D'accord. le Maroc n'est pas éligible sur FIFA. Sur le mode est futé de champ, tu peux être le meilleur joueur classé, t'as pas le droit d'être qualifié au tournoi mondial. Parce que ton pays n'est pas éligible. Parce que... D'accord. C'est comme ça. Ok. C'est l'éditeur, ils ont une liste, hop, éligible, pas éligible. Et Très en fait, une des conditions d'éligibilité, c'était la constitution d'une fédération. Ah ok. Et du coup, avoir une fédération, ça te donne un poids politique, ça te donne aussi des aides, des subventions de l'État, etc. Donc c'était quelque chose qui devait se faire. Il fallait juste le bon timing. Donc on a décidé d'agir 2019 à peu près. Et donc sous l'impulsion de plusieurs forces en présence au Maroc, la fédération s'est créée. Et donc comme effectivement, il y a eu d'abord la création d'associations régionales. Donc ils ont réuni plusieurs personnes qui ont fait leur association régionale et c'est la somme de ces associations-là qui a constitué une fédération qui donc gère tous ces sujets-là. Excellent, donc pour y arriver, en fait, il faut avoir le projet depuis le début et puis... Et il faut avoir, honnêtement, c'est très simple, et je pense que c'est pareil, Pat, il faut avoir des alliés politiques puissants. C'est surtout ça. Si tu as ça, parce que la passion, les gens, les talents, les compétences, on les a dans tous les pays, c'est pas un souci. C'est juste qu'il y a cette dimension politique qui est un peu pas forcément simple à saisir. Mais une fois que c'est ça, bah c'est bon, t'as les 7 Dragon Ball, ça confère les reins solides. Parce que ça me paraît quand même bien chanceux de rentrer, parce que tu es rentré au Maroc et tu es rentré direct dans cette fédération aussi. Ou c'est quelque chose que tu préparais avant de rentrer. Alors, déjà, je ne vais pas m'attribuer tous les mérites de la création de cette fédé. J'étais un des constituants, on va dire, des lanceurs du projet. Alors moi, je suis rentré au Maroc... je suis arrivé en France en 2002, j'ai passé 11 ans. Ah, t'es né au Maroc? Ah, mais je suis né là, je suis marocain, du bled. 100%. Donc non, je suis venu en France pour mes études après mon bac. Et puis j'ai fini mes études. Je suis parti étudier au Japon. Puis j'ai eu un job en France. J'ai fait un deuxième master au Japon. Puis j'ai eu un boulot en France chez Ubisoft. Et comme c'était mon rêve de bosser dans le jeu vidéo, j'ai dû quitter le Japon pour revenir en France. Ouais. Et après Ubisoft, en fait, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Et au bout de 11 ans, j'ai décidé d'entrer au Maroc. Donc je suis rentré en 2013. Ça fait un moment, là, ça fait presque 10 ans. Ouais, et pour le coup. Et en fait, en arrivant, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit faut que vous fassiez une fédé, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et à l'époque, moi, j'ai senti qu'on n'avait pas encore la maturité de se lancer dans ce projet-là. D'autant plus que, est-ce qu'il y avait vraiment des communautés de gamers? Alors les communautés, oui. Ah ouais, d'accord. Le Maroc, as-tu été gamer? Ça, dans la culture, dans le sang. Sur tout type de jeu? Tout type de jeu. Mais effectivement, on n'avait pas encore peut-être pas la maturité et les parties prenantes et un écosystème suffisamment mature pour pouvoir accueillir ce genre de projet. Donc moi, j'ai temporisé. C'est pas quelque chose que j'ai voulu lancer direct. J'ai attendu que des acteurs institutionnels forts déjà s'intéressent à l'e-sport et au gaming. Donc on a eu d'abord les télécoms. Qui ont fait des choses très fortes. On a Inuit, un opérateur qui a lancé carrément une ligue, etc. On a Orange, via l'initiative d'Orange France, qui a acté. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et moi, c'est une anecdote, mais je peux le dire. Donc généralement, quand il y a ce type d'événement, on fait appel à moi pour du conseil ou de l'accompagnement. Ou voilà. T'es consultant. Voilà, consultant. Et à un moment, on m'a demandé d'être consultant pour un événement de la Marocaine des Jeux et des Sports, qui est un peu l'équivalent de la Française des Jeux en France. Et qui a organisé un événement FIFA. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, tiens, il y a une vraie ambition, il y a un vrai projet. Et c'est après une rencontre avec le directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports, où on a partagé ensemble une vision commune sur le développement de l'e-sport au Maroc, que finalement, on a pu lancer ce projet, étant donné que la Marocaine des Jeux et des Sports est une institution semi-privée, qui a pour ministère de tutelle le ministère des Sports et donc politique. Donc ça a été mon point d'entrée, si vous voulez, pour pouvoir lancer ça. Et entre parenthèses, à l'issue de cet entretien, moi j'ai eu un job chez eux qui n'a rien à voir avec l'e-sport. Mais Attends, donc à la fois tu bosses pour la Marocaine des Jeux et tu fais partie des représentants de la fédération. Voilà, je suis directeur technique de la fédération. Je ne suis pas membre fédéral, je ne suis pas membre du bureau. Je suis, si vous voulez, une antenne externe
qui garantit en fait tout ce qui est relatif aux techniques, à l'organisation, au règlement, aux jeux, aux versions. Voilà, c'est plus ça en fait mon boulot. Donc ça veut dire que demain il y a un changement de bureau, moi je suis pas affecté, je reste en antenne directeur technique. Tu voulais travailler dans le jeu vidéo, tu as trouvé mieux qu'Ubisoft. Hein. ça Là t'es vraiment dans le domaine quoi, pur et dur. Quoi. Ouais, mais honnêtement, je vais être tout à fait franc. 95% c'est mon vrai travail qui n'a rien à voir et 5% c'est ça, hein, pour être tout à fait franc. Ok. Et mais du coup, quand même pour que ces choses-là soient décidées, soient développées, il a dû avoir une sensibilisation parce que, je veux dire, même si tu me dis qu'il y avait une communauté au Maroc, il y en a une très présente en France, mais c'est pas pour autant que nos politiques se bougent. Donc je sais pas, qui a apporté la sainte parole du gaming? Écoute, je vais te dire, c'est très simple. Ouais. Il y a eu un ministre des sports, qui était le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture et de la communication, qui s'appelle Othman El Ferdaous, et qui nous a rencontrés. Il a tendu l'oreille à la communauté de jeu et a soutenu le projet. Et on n'aurait rien fait si on n'avait pas rencontré ce ministre. Donc finalement, il n'est plus là, mais en tout cas on lui est extrêmement redevable par rapport à ça. Donc, tu vois les OG cachés comme ça, les super-héros de l'ombre. C'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment une rencontre qui s'est faite dans un autre, grâce à un autre contexte. Encore une fois, c'est ce que je dis. Donc il faut vraiment avoir ce soutien politique. C'est lui qui permet en fait d'activer les choses. Après c'est des alignements de planètes, c'est beaucoup de chance et c'est aussi comme j'ai dit par exemple le directeur général de la Marocaine des Jeux des Sports c'est parce qu'il aussi portait et croyait en ce projet, c'est vraiment ça. Je dis une anecdote, mais nous on a fini en fait on était là, on avait un rêve tous les deux, on voulait faire du Maroc un pays de l'e-sport. Et il a dit une belle phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit vous avez les connaissances, j'ai les moyens. On s'est serré la main et en tout cas c'est le début de l'aventure encore. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très loin d'être réglé, mais en tout cas tout ce côté on va dire structurel, institutionnel a été mis en place grâce à ça. Et il y a déjà des choses qui avancent parce qu'on a déjà vu des tournois de... Oui, bien sûr. On a fait déjà vu le Casablanca Road Fighter qui était le premier major africain, qui était une étape de qualification au SNK World Championship. Il y avait pas mal de champions du monde qui étaient venus, c'était un premier gros event. Après il y a eu le Covid, donc ça nous a un peu ralenti, mais il y a eu la Ligue nationale King of Fighters 14 au Maroc qui était la première ligue en fait qui se jouait entre associations depuis différentes villes, le tout broadcasté au même endroit avec un système de points, un cash prize reconnu officiellement par l'éditeur et qui a donné la constitution à la première équipe nationale de King of Fighters. Donc ça c'est quelque chose que la fédération a fait. Nationale? Oui, nationale avec la tenue et tout ça. On a envoyé aussi les premiers représentants. On a aussi envoyé les premiers représentants du Maroc pour la FIFA E-Nations Cup. C'était la première fois que le Maroc avait le droit de tenter les qualifs pour participer. On a réussi à se qualifier. Et donc on a été à Copenhague. Malheureusement on est mort en poule, mais on était présents. C'était la première fois. Et c'est un bon pas aussi. Et donc là aussi il y a un truc avec il y a une fédération internationale des jeux de e-sport. Oui, donc les qualifications qui se passent, donc l'équipe réussit à se qualifier, les planètes s'alignent, ça c'est côté FIFA. Et côté COF aussi. Côté COF, il y avait un projet d'envoyer l'équipe nationale à l'Evo aux États-Unis, malheureusement pour des raisons administratives, ça n'a pas pu se faire, je suis parti tout seul. Parce que j'étais le seul à avoir un visa en fait. Est-ce que, et puis pour le coup, au Maroc, déjà en France, tu faisais partie des meilleurs à COF, c'est un truc sur lequel on pourra revenir. Au Maroc, tu es aussi un des meilleurs ou c'est un peu plus compliqué? C'est une question piège. Comment dire? Il y a des joueurs plus forts que moi, il y en a pas mal. Mais c'est pareil pour l'Europe aussi. En fait, moi vu mon agenda personnel et professionnel, j'ai plus trop le temps vraiment de m'investir. Donc aujourd'hui, moi je laisse la place à d'autres joueurs qui sont tout aussi passionnés, qui ont le temps, qui ont l'énergie. On a des joueurs pro au Maroc. Je parlais de la Marocaine des Jeux des Sports. Ils ont 2 joueurs sponsors. Ils jouent à plein temps. Constamment, c'est leur travail, quoi. Donc il y a une communauté de joueurs qui est très investie. Maintenant, moi, comment dire, j'ai beaucoup d'expérience. Comme je parlais, on a dit premier tournoi. Je crois que je l'ai fait en 2002. Donc, et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pris une décision.
j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de m'investir autant qu'avant, mais je ne laisserai personne gagner. C'est-à-dire que il faut que les nouveaux joueurs me destituent. Donc aujourd'hui je joue avec mon expérience et je fais encore des bons résultats en tournoi même au Maroc, mais il y a plus fort que moi, c'est-à-dire que je peux vous citer une liste de joueurs qui sont structurellement meilleurs que moi. Mais en tournoi, en événement comme ça, mon expérience fait que je peux encore battre n'importe qui. Donc, le frio test un peu. Ouais, c'est un peu ça. Test, en fait, je le dis, parce que les gens me disent mais attends, pourquoi tu continues à faire des tournois alors que tu t'entraînes plus? Je dis mais c'est aux autres de me faire arrêter. Il faut qu'un jour je vienne, que je fasse un 0-2 des familles comme tout le monde et que je dise bon c'est bon, mon air est terminé, je vais m'asseoir et regarder. Tant que ça se fera pas, il n'y a pas de raison que j'arrête. Après ça leur donne aussi un némésis. Exactement. Déjà, et en plus tu risques de faire des upsets comme Alex Vallée ou quelque chose comme ça qui avec son expérience vient et dérange les braquettes. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Là... voilà, j'ai bien la caméra. J'ai bien dérangé le bracket. Voilà. Bon, du coup, je veux dire le fait que tu sois les seuls les moins dérangeants dans le fait où tu avais beaucoup de chance aussi d'amener le Maroc très loin en allant à l'Evo. Oui. Comment ça s'est passé d'ailleurs? C'était un Evo en demi-teinte pour moi parce que justement, en fait, j'avais pas l'intention d'aller à cet Evo là. Pour plein de raisons personnelles, économiques, ce que tu veux. C'était pas un objectif que j'avais en tête. Par contre, dès lors que l'idée d'y aller en équipe nationale avec une délégation, amener les gars et voir ce qu'ils font, ça c'est devenu très intéressant pour moi. Surtout que, en fait, sur tous les tournois online en tout cas, le Maroc a dominé la scène de toute la région sur CoF 15. En fait, depuis la sortie du jeu, on a gagné 90% des tournois. Même quand on allait physiquement, moi j'étais venu au Stunfest, j'avais gagné. Il y a Zouni, il a fait 3 tournois en Europe. Zouni, qui est un autre joueur marocain qui est présent aujourd'hui à l'UEFA, il a gagné les 3 tournois. Et tout ce qui était région, etc. SNK avait organisé l'ICFC de la région. Je crois dans le top 8, il y avait 6 Marocains. Les 2 premiers, c'était 2 Marocains. C'est-à-dire qu'en fait, on avait montré le truc en me disant bon, sur cette région, c'est notre jeu. Et je voulais justement concrétiser ça. Je savais qu'on pourrait pas forcément gagner cet Evo, mais aller avec une délégation de 5 joueurs, je pense qu'on aurait pu, un d'entre nous aurait pu aller gros impact. Et voilà, malheureusement, c'est pas fait. Donc je suis allé tout seul, pas spécialement préparé, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai fini 25e sur 1000 et quelques joueurs, ce qui est plus qu'honorable. Oui, respectable. Waouh. Excellent. L'expérience comme quoi, ça comme parle. Je disais, donc du coup, il y a eu des upsets. Il y a des champions de pays qui ont perdu contre moi parce que excellent. Dommage, peut-être qu'il y aurait pu avoir un truc sacrément intéressant là-dessus. Et aussi, je veux revenir un peu sur la partie... déjà, il y a un aspect assez ironique, le fait que ce qui a aidé à développer l'e-sport au Maroc et un peu ce qui aide à développer l'e-sport en France, ce sont les nations de jeu, on va dire. Marocaine des jeux, la française des jeux. Oui, il y a une association assez drôle quand même. Oui. Sauf que la Marocaine des jeux va plus loin en sponsorisant des joueurs directement. Alors, ce qui se passe, disons que en réalité, la Marocaine des jeux des sports, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une marque qui s'appelle MDG e-sport. Et c'est à travers cette marque-là qu'elle fait ses actions e-sport. Ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, c'est un truc très important. Au Maroc, les jeux d'argent, les paris sportifs, etc., sont pas très compatibles avec les mœurs religieuses. Donc il y a vraiment une très grande sensibilité par rapport à ça. Et nous, on ne veut pas que cette sensibilité-là dérange le développement de l'e-sport. Donc on a fait en sorte, ça veut dire que par exemple la MDG e-sport ne fait pas la promotion des produits de la MDJS. Il y a une dissociation claire, on y tient, parce que MDJS, ça reste quand même un acteur institutionnel fort. Pourquoi? Parce que la Marocaine des Jeux des Sports redistribue l'intégralité de son bénéfice au développement du sport. En fait, ils font pas de bénéfice. Tout ce qu'ils gagnent, ils le mettent dans le Fonds national de développement du sport. En plus de ça, ils parrainent et sponsorisent énormément de manifestations sportives. Et donc, en fait, l'institution FNDS, elle est plus grande que les produits de jeux et de paris. C'est vraiment le parrain du sport marocain. Et c'est dans cette idée-là d'institution qu'on a essayé de créer cette marque-là, MDG Sport, pour soutenir l'e-sport marocain de manière dissociée. Et du coup, je pense que pour la Française des Jeux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a une appréhension, il y a peut-être une certaine réticence de partenaires, d'éditeurs, etc., de s'associer aux jeux d'argent. Donc la création d'une structure, en tout cas le soutien ou le support ou le parrainage d'une structure indépendante, même si financée par eux, ça permet de s'émanciper. Je ne pense pas que Ncover
auraient pu avoir le soutien de tous ces éditeurs-là s'ils étaient labellisés jeux d'argent. Non, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est un peu le même. Et d'ailleurs, ça t'offre une certaine marge de manœuvre. Tu es un peu plus libre de faire certaines choses. Oui, évidemment, évidemment. Ah, ça c'est top. Et aussi, je ne sais pas si dans les autres pays il y a je sais pas comment, Fédération une fédération française des jeux comme la même chose, mais je sens venir en tout cas en Afrique par différents biais un essor quand même de l'e-sport. Il y a un engouement qui est en train de se faire, c'est en train de se développer. Est-ce que au-delà d'avoir fédération nationale, il y a une fédération internationale qui est en train de se penser? Alors, il existe une fédération. En fait, il en existe plusieurs. En réalité, tout le monde veut faire sa FIFA de l'e-sport. Okay. Alors, celle qui est le mieux installée, c'est l'IESF, International Esports Federation, dont le siège est à Séoul. Et qui fédère plusieurs associations. D'ailleurs, la fédération marocaine fait partie, elle est membre de l'IESF. Donc ils essayent de faire des choses aussi, ils essayent de gagner en légitimité. Mais contrairement au sport, l'enjeu pour l'e-sport est différent parce que le sport n'appartient à personne. Personne ne possède le foot. Ouais. Alors que les jeux appartiennent aux éditeurs et aux ayants droit. Du coup, c'est très compliqué d'avoir une institution, on va dire, qui régit mondialement. Donc ils essayent de faire des choses. Moi, je leur souhaite toute la réussite. Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a une Global Esports Federation aussi qui est plus, on va dire, côté Moyen-Orient, etc. Qui essaie aussi de prendre des galons. Donc on verra où ça nous mènera tout ça. Mais oui, effectivement, tu as bien raison de mentionner. Il y a de plus en plus de fédérations. Il faut savoir qu'en Europe, la France est l'un des seuls pays à ne pas avoir de fédération e-sportive. Je n'ai jamais compris ce... Je pense qu'il y a France e-sport qui est une association qui plus ou moins remplit ce rôle. Exact. Peut-être, je n'ai pas encore les ficelles. J'ai pas les ficelles réellement de ce qui se passe en France à ce niveau-là. Je sais que France e-sport est très fort. Je sais que nous, par exemple, quand on fait des événements au Maroc, de la fédération, on invite, des fédés et on invite France e-sport qui sont un peu les représentants. Mais il n'y a pas encore de fédération de e-sport en France. Ça n'existe toujours pas. D'accord. Tu dis que tu vous invitez France e-sport. Il y a beaucoup de liens quand même avec la France encore? On essaye, bien sûr, on essaye de maintenir, c'est notre voisin, on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres, je pense. Et puis comme toi, tu as vécu les deux environnements. Ouais, on a beaucoup de choses à apprendre des uns des autres. Et oui, en fait, il faut savoir quelque chose qui est important en e-sport, c'est une bataille que j'ai menée pendant ces années de Covid, c'est le découpage régional. Faut comprendre que pendant le Covid, on ne pouvait pas trop faire d'offline et donc beaucoup de choses se sont passées online. Et en fait, le découpage régional online ne doit pas correspondre aux frontières de découpage continental, ça n'a pas de sens. Je veux dire, le Maroc est en Afrique du Nord, on a un meilleur ping avec la France, l'Angleterre et l'Espagne qu'avec le reste de l'Afrique. Ça n'avait pas de sens d'isoler le Maroc des tours pour le mettre, en fait le découpage régional normalement doit se faire par ping. Alors on va dire oui, mais à quel endroit c'est trop loin? Il y a pas mal de débats et il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Mais en tout cas, d'un point de vue purement infrastructure, proximité, on a beaucoup plus de choses à dire à l'Europe et on a beaucoup plus de compétitivité, de concurrence à jouer en Europe sur nos scènes e-sportives que sur le reste de l'Afrique par exemple. Online, mais IRL. Online. Je dis bien online. IRL, on essaye de faire des choses, on essaye d'envoyer des joueurs, mais malheureusement, regarde, aujourd'hui à l'UEFA, il y a 3 joueurs marocains, un qui vit en France, d'accord, un autre qui travaille dans une entité qui est rattachée à la chambre de commerce et donc qui peut avoir un visa facilement, et un autre qui a réussi à l'avoir lui aussi via son travail. Mais sinon c'est galère en fait, c'est très dur d'avoir des visas. On aurait aimé venir à l'UEFA avec une délégation de 20 Marocains, là, vous aurez vu le top 8. C'est si compliqué que ça d'avoir un visa? En fait c'est compliqué, notamment en ce moment, les relations diplomatiques France-Maroc sont pas au beau fixe. Ah ok, d'accord, c'est ça qui joue. Ça joue. Des aléas comme ça techniques. Voilà, donc là aussi, en fait on est à 2 heures d'avion, mais le visa... Et du coup ça marche dans l'autre sens, ça veut dire que si vous organisez... Non, justement, quand on a fait le Casablanca Fighters, tout le monde est venu. Il y avait 500 joueurs, il y avait, je crois, le tournoi COF 14, on était 250 je crois, c'est le plus gros tournoi de COF de toute la région depuis toujours. Non, parce que justement, quand on organise au Maroc, tout le monde peut venir, il n'y a pas de contraintes.
Le fait aussi que les joueurs marocains viennent et performent comme ça, que toi tu ailles à l'Evo aux États-Unis, que tu performes, est-ce que ça pousse les développeurs à prendre encore un peu plus en compte l'Afrique dans leur développement? Mais clairement. Je pense que, en fait, on s'en rend pas compte, mais le fait d'aller te porter le drapeau à des tournois comme ça, ça envoie des signaux aux éditeurs. Ça dit, il y a des gens qui jouent dans ces pays-là. Je vais parler de SNK, parce que c'est les premiers à nous avoir accordé une étape du World Tour. Oui, il y avait le SNK World Championship en 2019-2020. Ils nous ont donné. Aucun éditeur ne l'avait fait avant. Après, certains ont suivi. On a eu des contacts. On a eu Bandai Namco qui nous a donné des slots au niveau de Tekken online. Mais avant ça, personne n'entendait parler de nous. Aujourd'hui, on a eu l'ICFC justement Europe sur KOF 15. Il y avait le Maroc. Yes. C'est vraiment, il y avait pas de pays africain, il y avait le Maroc, puis ils ont rajouté l'Algérie. Là, il y a le Regional Bout Afrique de SNK, il y a le Maroc. Donc c'est bête, mais simplement le fait qu'on ait des joueurs qui performent, qui viennent, qui portent le drapeau, ça fait prendre conscience. Sur KOF 14, il y a un personnage marocain dans le jeu. C'est celui qui fait du sable? Oui. Alors, okay. je ne sais pas d'où ça sort. J'ai entendu une rumeur comme quoi c'est pour toi que ce perso a été fait. Ça serait m'accorder beaucoup de choses. Je ne peux pas. Je ne peux rien dire sur ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un personnage qui viendrait d'Afrique du Nord, dont le plat préféré est la pastilla, qui est un plat marocain, qui parle en arabe dans certains de ses coups spéciaux. Et dans un des jeux où il apparaît, il a une TR de thé à la menthe marocaine, et que la fin de son ending de KOF 15, il rentre dans un village marocain. Donc, mais c'est un personnage mystérieux dont on ignore l'identité. On va dire que c'est un trio frère. On n'a jamais vu son visage. On n'a jamais vu son visage en plus, c'est vrai. Mais c'est un bel hommage en tout cas. Mais SNK font ça. En fait, ils ont des personnages des pays où ils ont des fortes communautés. Ils ont une grosse communauté chilienne. Y a Isla, la nouvelle protagoniste, elle vient du Chili. Il y a une grosse communauté au Mexique. KOF 14 avait une team Mexique avec 3 personnages mexicains. Ils ont une grosse communauté chinoise. Là, le héros du jeu, il est chinois. C'est-à-dire qu'ils font toujours en sorte justement d'avoir une représentation des communautés les plus actives au sein même du jeu en créant des personnages. Ça, c'est bon ça. Mais je crois même dans Valorant, il y a un personnage marocain, si je dis pas de bêtises. Tu joues à Valorant? Je joue pas, mais c'est un jeu qui est très populaire au Maroc. En parlant de jeux populaires, bizarrement, Street Fighter n'a pas été mentionné dans tout ça. C'est parce que Monsieur Frionel joue à KOF qu'on ne peut pas jouer à Street. C'est toi qui pousses KOF et tu pousses pas Street. Non, ça j'ai entendu. Dis donc. Non, mais tu sais, tu rigoles, mais je t'assure que c'est quelque chose que j'entends souvent. D'accord. C'est genre, en fait, je pousse les jeux qui me plaisent. Alors, oui, c'est vrai. Déjà. J'allais dire. Non, pas Déjà, oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est logique. Je vais pas pousser des jeux qui ne m'intéressent pas. Mais je n'ai jamais stoppé les autres jeux. C'est-à-dire que j'ai encouragé toutes les initiatives, tous les jeux. Moi, en fait, j'ai cette étiquette de coffeur. En réalité, je joue à tous les jeux de combat. Il y a vraiment très peu de jeux auxquels j'ai pas touché. Vraiment, je joue à tout. Vous pouvez demander au début, en tout cas, des lancements de jeux, vous me verrez grappiller. Mais je même pas, je teste. Je fais de la compète. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'estime avoir testé un jeu de combat qu'à partir du moment où je vais jouer dans un esprit compétitif et que je vais faire des tournois. Alors, je suis pas forcément le meilleur, loin de là, mais j'ai toujours cette envie par ma propre culture, vraiment de m'investir dans les jeux. Et non, au contraire, on a une belle scène Street Fighter au Maroc. À un moment même, il y avait plus de joueurs actifs sur Street Fighter que sur King of Fighter. Donc non, c'est un jeu qui est représenté. Et les événements n'ont pas suivi. Non, on avait des événements, on avait des ligues nationales, on avait tout ce qu'il faut. Mais, je suis désolé pour nos joueurs marocains, on n'est pas très bons en fait. C'est les résultats qui valent. Sur la scène africaine, il n'y a rien à dire. On est parmi les meilleurs, on se casse toujours dans le top 2, top 3. Il n'y a rien à dire. Mais dès qu'on se confronte au reste du monde, faut dire que Street Fighter... Mais c'est normal, il n'y a pas de secret. Si KOF, on arrive à performer, c'est parce qu'il y a une scène compétitive qui existe depuis les années 90. En fait, on n'avait pas besoin de tournois pour être compétitif. On jouait en salle d'arcade. On mettait sa pièce. Et vous croyez-moi que cette pièce, elle avait beaucoup de valeur pour les joueurs. Donc personne ne voulait perdre. Donc on a développé un jeu compétitif sans avoir de tournoi. Street Fighter, c'était pas le cas. Déjà, les bornes Street Fighter, elles étaient généralement à 4 boutons au Maroc. Donc ça avait même pas le vrai jeu. Donc King of Fighter, tu mets une pièce, t'as 3 persos. Ça changeait tout. Donc, et puis il y a beaucoup de persos qui font du feu. Oui, et ça aussi c'est très populaire au Maroc apparemment. 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 Certaines légendes.
des persos d'arabe, je sais pas quoi. Et du coup, quand je les vanne les joueurs de street, hein, mais ils sont très bons, attention, hein, ils peuvent tenir tête à n'importe qui, mais on ne peut pas venir et remplacer des années et des années de constitution compétitive comme ça. On sera bon à Street un jour, j'en suis sûr, parce qu'on a des talents, on a des très bons joueurs à Street Fighter. Ouais. C'est juste qu'ils ont du retard. Ouais. Et ils n'ont pas la dynamique compétitive qu'ont les autres pays parce que justement ils ont les tournois. Nous au Maroc on n'avait pas trop de tournois mais on avait les salles d'arcade, c'est ce qui compensait. Yes. Donc voilà, c'est de bonne guerre, hein. c'est pas ils sont plus forts ou moins forts. Donc non, si on n'entend pas parler Street Fighter, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de communauté, elle existe, elle est active avec des gens très passionnés, des programmes, on a fait des ligues, des team battles, enfin il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs on a organisé un team battle où Crimson était dans une des équipes. Il était avec l'équipe de la Marocaine des Jeux et des Sports d'ailleurs. Voilà. Un petit recrutement. Mais on n'a pas gagné, on a fini deuxième. Wow. Ouais, mais parce que c'était le système où en fait un jour peut pas carry toute la team. Ah oui, d'accord. C'est A affronte A, B affronte B. Je C déteste ce affronte C. système, mais bon, ça c'est une autre. Donc non, en fait, si on n'entend pas parler de Street Fighter, c'est uniquement parce que en termes de niveau, c'est comme tu as dit tout à l'heure. En fait, c'est les résultats qui font éveiller les gens. C'est bête, mais c'est comme ça en fait. Donc tant qu'on performera pas encore à l'international sur Street Fighter, bah on ne regardera pas forcément. Peut-être que Street Fighter 6 changera la donne, je ne sais pas. Pour le coup, c'est un jeu qui est très attendu par toutes les communautés. Hein, Ah oui, donc, bah ça. Déjà, et est-ce qu'il y a beaucoup de transversalité dans les différents jeux ou est-ce que au Maroc c'est très je joue à mon jeu, je n'essaye pas d'autres jeux? Alors non, il y a des joueurs qui jouent qu'à leur jeu, mais les meilleurs joueurs jouent à plusieurs jeux. Ils testent au moins. D'accord. Non, mais c'est-à-dire que genre, je parlais de Freezer, il a dominé la scène Street Fighter et il a dominé la scène King of Fighter. Ok. Ishizim, il a dominé la scène KOF, il a dominé la scène Dragon Ball Fighters. Wolfman, bah, il domine tout, il guilty, c'est-à-dire qu'en fait, Zuni, hein, pareil. Hein, en fait, les joueurs. C'est le meilleur joueur de KOF chez vous. Non, c'était un champion pendant très longtemps. C'est un des premiers champions du Maroc sur le jeu. Il a une expérience qui est très très ancienne et il a enfin eu l'opportunité via le visa de pouvoir s'exprimer et il a montré son niveau. Maintenant, il n'est pas dans les meilleurs du Maroc, mais il a le niveau nécessaire pour pouvoir faire peur à n'importe qui. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les meilleurs joueurs en fait sont ceux qui jouent un peu à tout. Mais on a des joueurs qui ne jouent qu'à KOF et on a des joueurs qui ne jouent qu'à Street, on a des joueurs qui ne jouent qu'à Guilty. Ok. Et culturellement, récemment on a vu le passage de Kayane à la radio et beaucoup de gens étaient offusqués de la façon dont le journaliste parlait du jeu vidéo. Il y avait beaucoup de dédain. Bon, sans rentrer dans ce débat-là, est-ce que ça change? Est-ce que c'est différent au Maroc, l'appréhension par rapport au jeu vidéo, ou c'est vu aussi comme une perte de temps, un truc qui rend violent, qui rend bête, des choses comme ça? Alors l'appréhension est exactement la même. Mais je vais encore mettre ma casquette institutionnelle, ma casquette corporate. En fait, la MDJS a eu l'intelligence de lancer un programme télé grand public à haute heure d'audience qui s'appelait Aishel Game, ça veut dire vivre le jeu. Et en fait, c'est une émission qui avait pour but de vulgariser, sensibiliser les gens au gaming et à l'e-sport. Et en fait, toutes les semaines, il y avait une présentation d'un jeu avec un invité. Il y a eu du KOF, Dragon Ball Fighter, Street Fighter 5, FIFA, Mario Kart, Rocket League, etc. Et à chaque fois, on ramenait à la fois une personnalité publique, qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo forcément, un influenceur, un chanteur, un rappeur, un joueur de foot, n'importe quoi. Et on ramenait un expert du jeu. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une démonstration de l'expert du jeu, expliquer à cette personne comment on joue au jeu, quelles sont les techniques du jeu, etc. Et le fait qu'il y ait l'influenceur, les gens ont envie de regarder. Tout le monde est venu voir son influenceur préféré. Et à un moment même, il y a eu un truc de fou, c'est que en fait, il y a eu un rappeur super connu et un joueur d'un jeu c'est un jeu mobile qui s'appelle Free Fire. C'est un peu un Fortnite-like qui marche beaucoup dans les pays émergents et qui lui aussi avait beaucoup de... Donc en fait, l'expert était lui-même influenceur. Quand les deux se sont croisés, on a eu je crois une audience de 2 millions, 3 millions de spectateurs. Ah oui. Ouais, c'était dinguerie. Et du coup, on a eu 2 saisons en fait de Aishel Game. La deuxième, on a accéléré les choses parce qu'on a carrément fait un tournoi. En fait, un tournoi des stars. Donc chaque semaine, ils suivaient l'évolution. Donc il y avait toujours la côté news, présentation, etc. Puis tournoi des stars. Et cette émission, mine de rien, elle passait à heure de haute audience sur une chaîne nationale. La chaîne nationale a pu regarder. Ça a servi, mine de rien, à évincer un petit peu ce type de discours qu'on entend, qui existe encore, mais qui se fait moins présent parce que finalement,
Je sais, c'est bête, hein, mais ça passe à la télé, Oui, donc voilà. c'est sérieux. Maintenant, ça passe à la télé. Ça la passe à la télé. En plus, il y avait des affiches un peu partout au Maroc, etc. Et ben, c'est ce qu'on a essayé de faire pour anticiper et tacler justement tous ces a priori, ces idées reçues. On a fait des reportages où on allait chez les joueurs, montrer leur mode de vie, comment ça se passait. Moi, il y a eu une émission un peu type Capital qui s'appelle Grand Angle, qui passait à la télé. Ils sont carrément venus chez moi pour suivre mon mode de vie. Ils m'ont suivi pendant un tournoi au Maroc, un tournoi CoF 14 et tout. Et ils étaient très contents de dire, bah regardez, lui c'est un joueur, mais il a un vrai travail, une vraie vie. Autrement, s'il ne le dit pas, on peut pas savoir que c'est un joueur. Ouais, voilà, Exact. c'est-à-dire que l'image que vous avez, non, au contraire, ça lui a ouvert des opportunités. Donc on essaye de faire ça. Et tu revenais sur l'interview de Kayene, franchement, elle fait un taf de dingue pour nous aider. Parce qu'on a une ambassadrice qui justement, elle est capable de casser en fait. Déjà, c'est une femme, c'est quand même un premier pas. Déjà, ça casse déjà la première image reçue, bim, allez, hop, on tacle. Yes. Et puis elle a, on va dire, comment dire ça, l'éloquence et le parcours et l'expertise et l'expérience pour pouvoir casser en fait toutes ces idées reçues et il faut continuer à encourager ces initiatives. Franchement, un grand salut à cette grande dame de l'e-sport. J'allais faire une blague, mais non. Okay. On peut toujours la couper là, c'est l'avantage. Ça fera trop de boulot. Elle est déjà assez petite, faut pas la couper. Aïe. Non, je rigole, salut Kayene. Et c'est qui le super-héros de l'ombre qui a eu l'idée de faire cette émission télé? C'est quelqu'un qui n'aime pas se jeter des fleurs, donc je le mentionnerai pas. Mais en tout cas, dédicace à lui. Ça, c'est excellent, quoi. Et à part, on va dire, le tissu politique, les grandes instances comme ça, est-ce que les entreprises privées aussi participent à l'e-sport? Ah oui, comme je disais, nous on a eu les télécoms, c'était les premiers. Ils ont fait des choses en grand. Moi, j'ai été envoyé à 2 Evo avec un opérateur téléphonique. J'étais sponsorisé par l'opérateur téléphonique marocain Inouï. Inouï. J'ai fait l'Evo USA et l'Evo Japan avec eux. Wow. Ils ont organisé une ligue nationale comment ça s'appelle? Ça s'appelait Inouï E-League. Donc sur plusieurs jeux. Il y avait Street Fighter 5, KOF 14, FIFA. Après, ils ont rajouté League of Legends et Call of Duty, je pense. Un truc comme ça. Un FPS, je ne connais pas très bien. Ils ont fait des choses. Orange, j'en parle même pas avec leur initiative Orange eSport Experience. Ils couvrent toute l'Afrique, c'est fou. Grâce à avec eux, moi j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Tunisie. C'est vraiment un truc de fou ce qu'ils ont organisé et ils sont toujours actifs. Là en ce moment, il y a une ligue online KOF 15 toutes les semaines. Et en fait, il y aura je crois 12 joueurs qualifiés pour les phases finales offline au Maroc pour désigner le meilleur joueur qui ira représenter le Maroc KOF 15 dans les finales africaines. D'accord. En ce moment, mais vous êtes trop actifs en fait. Oui. Mine de rien, oui. Ouais. Et est-ce que toutes les facettes qui sont développées, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs, mais est-ce qu'il y a les TO qui se développent, les commentateurs qui se développent, tout ça Alors les TO, oui, c'est un peu compliqué, mais oui, ils essayent. Ok. Les commentateurs, on en a, ça commence à émerger parce que en fait le plus dur dans cet univers-là, c'est que ça part du jeu. Et en fait, accepter de ne pas jouer pour faire quelque chose à côté, c'est un pas difficile. Moi par exemple, là si je suis à l'UEFA, techniquement je suis commentateur à l'UEFA. C'est vrai. Mais je leur ai dit, je fais comment si je fais le tournoi? Ils m'ont dit, tu commenteras quand tu auras perdu. T'arrives jusqu'en top. Ouais, donc le gars, ça fait un bail qui fait chier en fait. Et donc moi par exemple, je sais pas si un jour je raccrocherai. Le Casablanca Fighters, j'étais leur gars, mais j'ai fait les commentaires, j'ai joué, j'ai tout fait. En fait, j'aime tellement ça que j'ai beaucoup de mal à... Alors pour la Ligue nationale KOF qu'on a organisée, là par exemple, en tant que directeur technique de la Fédé, j'ai pas participé. J'étais là en tant qu'organisateur, mais je l'ai regardé, j'avais j'avais envie de jouer, j'avais envie d'en oui, ça démange parce que la passion est toujours là. Donc en fait, c'est très dur de trouver de l'expertise et ça c'est un problème partout dans le monde, attention, parce que j'ai vu des débats en France, on disait est-ce qu'un commentateur a besoin d'être top player pour commenter? Je sais pas, vous avez déjà entendu parler de ces débats-là, etc. En fait, il n'est pas question d'être top player, mais il est question que en fait, l'expertise qui est nécessaire pour pouvoir faire les choses bien, généralement, tu l'as en jouant. Et c'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, ne pas jouer pour faire ces choses-là, c'est dur. Et c'est au Maroc, ils sont en train de faire. Il y a des joueurs qui ont pris leur décision. Ils ont dit, moi, je vais me consacrer à ça. Mais c'est naissant.
En plus, c'est le moment de se prendre toutes ces voix-là. Ouais, le exactement. commentary, je pense que c'est une vague à prendre. Quoi. Bah, écoutez, moi je vais dire un truc. Je sais que c'est des sujets qui sont en France, on ne parle jamais. Mais moi je vais le dire. Il arrivait souvent que j'aille commenter des événements et je prenais plus de cash prize que le gagnant du tournoi. Donc à bon entendeur, réfléchissez à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et en plus, pour compléter ce que tu viens de dire, les assos font beaucoup d'événements, ne gagnent pas d'argent. Par contre, les prestataires sont oui. payés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc ça je vous le dis. Donc si vous voyez que votre carrière e-sport, ça rapporte pas tant que ça et que l'appât du gain est quelque chose d'important pour vous, parfois se spécialiser dans d'autres domaines, en plus de ça, je veux dire un autre truc, quand tu viens commenter un tournoi, t'as zéro pression, le cash prize tu vas l'avoir à la fin. En fait, tu viens, tu fais ta presta. Il y a pas de. Alors quand tu es en tournoi, si tu perds, t'as perdu. Enfin voilà, je sais que c'est très bizarre en France, on n'aime pas trop parler d'argent, tout ça, je sais que culturellement ça dérange, mais pourtant si vous voulez faire carrière, il n'y a pas que le jeu. Il y a beaucoup de choses à côté. Voilà, c'est ça. Oui, il y a plus de. Et même c'est plus safe de faire ces trucs à côté. Et la passerelle est plus simple. Exactement. C'est-à-dire que quand on a été commentateur dans un jeu vidéo, on peut finalement commenter un peu de sport, on peut s'habituer à faire autre chose. Oui, alors que le joueur, il ne pourra rien faire d'autre. Oui. La retraite est violente. Oui, exactement. Et par rapport à ça aussi, ce qui peut être très intéressant pour les Marocains, c'est la langue. Parce que la France, le français, il n'y a qu'en France et peut-être au Québec ou dans des zones un peu perdues. Alors que l'arabe, il y a plein de zones. Mais exactement, surtout que l'une des zones les plus dynamiques en e-sport aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite. C'est clair, ils sont passés à la vitesse x1000, ils veulent aller très très vite. Et il y a clairement des ponts et des choses à faire avec cette région, clairement. Alright. Avec l'arrivée de Street 6 aussi, on va voir un développement fulgurant. Street 6 est porteur de beaucoup d'espoir, c'est normal, c'est la série de jeux de combat. Moi je suis convaincu que c'est un jeu qui va pas relancer, mais qui va consolider une dynamique qui est déjà existante. J'aime beaucoup ce qu'ils font pour ce jeu, j'espère que la recette finale, en tout cas les ingrédients sont très appétissants, j'espère que la recette finale sera à la hauteur, mais en tout cas oui, Street Fighter 6 restera le fer de lance et d'autres jeux continueront de vivre autour. Et sans lancer de polémique, et puis bon après peut-être on me moquera plus tard pour ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup plus foi en un Street Fighter 6 qu'un Project L par exemple. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc peut-être qu'on se moquera de nous trois plus tard. Parce que j'ai jamais entendu autant de gens de jeux différents vouloir jouer à Street 6. À Street Fighter. C'est Street Fighter, c'est le daron du genre. Moi je m'intéresse à ce type de jeu, par contre je pense qu'on va me jeter des pieds si je ne pose pas cette question. Comment se passe Smash? Parce qu'ici en France, Smash a vraiment l'ascendant dans l'e-sport. Ils sont très nombreux d'ailleurs, à l'UFA on peut le voir, ils ont toute une salle à eux. Ils sont plus nombreux que tous les autres jeux confondus. Voilà. Et Smash c'est quelque chose qui se développe aussi. C'est très actif. On a la même ratio? Non, mais ils sont très organisés, ils sont indépendants, ils font leurs choses. Et d'ailleurs on a un champion marocain qui vit maintenant en France. À Nancy, non? Exactement. Qui a gagné un tournoi. Celui dont on parlait? Oui, c'est marocain? Il est marocain. Okay. Et oui, c'est un jeune de Casablanca qui maintenant est en France pour vivre son rêve de Smash. Alors je lui passe tous mes encouragements. Là c'est Nancy ça. C'est parce qu'il est venu à Nancy qu'il gagne. Nancy. Et du coup, lui, il est le fruit en fait de cette communauté qui est naissante au Maroc et qui ne peut que se développer via leurs voisins français, etc. Clairement. Ah excellent. Parfait. En tout cas, ça fait beaucoup d'infos et beaucoup d'optimisme. J'espère qu'on va pouvoir aussi un peu calquer nos futures organisations sur ce qui se passe au Maroc et avancer un peu plus vite. En fait, tu sais, la force, c'est que quand tu es pas très grand, tu as l'agilité. C'est vrai. C'est ça. Donc nous, on a eu une agilité qui est peut-être plus compliquée à trouver en France parce que justement, il y a déjà des choses très dures qui sont déjà bâties. Nous, on n'avait rien. Donc c'est facile de construire sur rien en fait. Là, vous avez des choses qui sont bâties. Est-ce qu'il ne faut pas enlever des choses? Est-ce qu'il ne faut pas garder des choses? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? En plus de ça, l'e-sport, c'est trop vaste. Vous savez, moi, je traite avec beaucoup d'institutions, notamment européennes. On parle de tiers.
e-sport tier 1, Ouais. tier 2, tier 3, moi tout ça. Et encore nous, heureusement, au Maroc, ben, tout ça c'est bien loin. Nous, on est fort à Kof Ouais. et on joue au foot. Ouais. Donc on essaie de faire donc c'est très facile. Ici en France, tu parles d'e-sport, Oui. League of Legends, Dota, Counter-Strike, même Rocket League qui est en train de prendre un essor de fou. C'est très compliqué. Alors où est la place de la FGC là-dedans C'est ça le truc, c'est que en fait je suis en train de me dire mais ok, il va se passer des dingueries en France, mais la FGC, il va se passer quoi? Ouais. En fait, à moins que les personnes qui sont à la décision, bah, c'est des passionnés de jeux de combat, j'ai peur que le jeu de combat reste à la traîne. En fait, moi, c'est ma grande crainte. Moi, mon rêve, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles bah, j'essaie d'être dans le noyau de ce qui est en train de construire l'e-sport marocain, Ouais. c'est de garantir une place pour les jeux de combat. Parce que je reste convaincu que c'est un genre qui doit rester, qui doit perdurer. Il est à la source. Les gens disent oui, StarCraft, la naissance de l'e-sport. Wow, non, je suis désolé. L'e-sport, il est né dans les salles d'arcade. C'est là que ça a commencé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je pense que c'est un genre qui est majeur, qui est clé, qui en plus de ça extraordinaire. Ça développe tellement de choses. C'est impressionnant à voir, c'est passionnant, c'est génial. Il ne faut pas que ça se laisse engouffrer par l'effet de masse que produisent ces autres jeux qui sont plus accessibles, gratuits, je sais pas quoi. Moi, c'est quelque chose de très important et mon inquiétude, c'est que je pense que la France va continuer son essor en e-sport, mais la place de la FGC, si elle n'est pas portée, s'il n'y a pas quelqu'un qui tient ça à cœur et qui pousse pour que ça continue à grossir, Ouais. qu'il y ait des événements comme l'UEFA qui soient reconnus, etc., ben, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. On a l'ambassadeur du jeu de combat dans les plus grandes instances, les plus hautes instances, qui défend notre discipline. Et ça, c'est beau. Et j'espère que vous allez bien écouter ce qui vient d'être dit et suivre le conseil. Parce qu'en plus, honnêtement, je pense que dans l'e-sport, il n'y a pas un sentiment de fraternité tel que la FGC. Mais c'est la famille. C'est la famille. C'est la Que Il n'y a ce pas de soit barrière. genre, sexe, religion, on ne peut pas rivaliser Mais rien du tout. avec la FGC. Mais jamais, jamais. Bah voilà, on a Monsieur Karaté qui fait partie 20 des minutes. OG aussi. 20 minutes. Voilà. Là, il avait dit combien? Il avait dit 3 minutes. Non, Bah il- tu sais quoi, on il est a en train dit de 30. conclure. Tu veux faire le message de fin? L'amour gagne toujours à la fin. Oh Bah, là là. c'est ce qu'on disait en plus. Le Ed, il a gagné. Ah, il a gagné. Mais bien sûr, le petit, Qui a là, gagné j'avais Le dit. petit Eddie Hey. Walker, ouais. Tu sais, pendant le confinement, j'avais fait une prophétie. J'ai dit, quand il y aura les tournois offline, un gars va venir avec Ed et laver tout le monde. Le perso, il est fumé. Comme d'hab, il rigole, il a une voix bizarre, il est gros, tout ça. Regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Il est venu un petit l'avenir, hein. Oui, L'avenir. 16 ans. Et c'est incroyable. 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 Ah, c'est magnifique. Voilà. Alors comment on peut mettre ça de côté? Franchement. En direct. L'amour gagne à la fin. En tout cas, merci à toi pour cette Bah, interview. merci à vous pour Franchement, pour l'invitation. C'est génial. Et puis, Et bah, on bah- a eu la chance, grâce encore à l'UEFA, de t'avoir sur place. Bah, pour faire et ce- nous, on a de la chance de vous avoir pour récolter nos témoignages et consolider ça et préserver ça à jamais. Donc, bah, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et merci pour tout ce que vous faites. Écoutez Ça fait bien, plaisir, écoutez bien. La seule presse de la FGC, Izu DW, en live de l'UEFA avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz, et bien sûr, un des OG de la FGC, la French FGC, Free Money.